Les économies d'énergie sont à l'honneur en ce moment, mais comment consommer moins grâce aux objets connectés ? On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec un spécialiste de la domotique, Cédric Lochneux. On a beaucoup d'appareils aujourd'hui qui permettent de suivre sa consommation et de faire des économies. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas combien d'énergie ils consomment. Des lunettes de réalité augmentée à brancher sur l'Apple Watch. Ce sont les premières du genre et c'est une invention française signée Micro OLED. Pour les sportifs, donc vous avez la possibilité d'avoir dans le champ de vision, pendant que vous êtes en train de faire votre effort, l'information clé dont vous avez besoin pour ajuster votre entraînement ou en compétition. Enfin, un anniversaire, il y a 20 ans sortait la Freebox, la première box internet française qui a tout changé. On écoutera les souvenirs de la journaliste Delphine Sabatier. Il n'y avait pas juste l'idée de on va faire un forfait moins cher, c'était pas juste casser les prix. C'était on a inventé un produit qui va permettre d'envoyer du réseau, mais aussi de la voix et de la télévision. Et bien sûr, l'actu de la semaine, bienvenue dans Monde Numérique numéro 59. Et d'abord, sachez que cet épisode de Monde Numérique est soutenu par Zscaler, spécialiste de la sécurité informatique en mode 100% cloud. Et oui, alors de la dématérialisation et du télétravail, les entreprises utilisent de plus en plus des services cloud et Internet devient le nouveau réseau de l'entreprise. Mais le nuage n'est pas toujours un environnement très sûr. Sans le vouloir, les utilisateurs peuvent ouvrir des brèches de sécurité en connectant leur ordinateur ou leur smartphone au réseau de leur entreprise, même en utilisant un VPN. Alors Zscaler sécurise les flux vers le cloud, applications publiques ou privées, avec une approche présentée comme radicalement nouvelle, puisqu'ils se veulent leaders du Zéro trust, zéro confiance, un principe selon lequel aucun utilisateur ni aucune application n'est considéré comme fiable par défaut. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien vers le site français de Zscaler dans la description de cet épisode. Imaginez un opérateur d'électricité qui baisse à distance votre chauffage ou votre climatisation pour limiter votre consommation électrique. C'est une réalité aux États-Unis. Eh oui, on va parler tout à l'heure dans cet épisode de Monde Numérique des objets connectés à la maison qui permettent de faire des économies d'énergie. Mais je trouvais intéressant avant d'évoquer cette histoire. Car il faut savoir que l'été dernier, donc dans l'État du Colorado, 22 000 thermostats de climatisation reliés à un opérateur d'énergie qui s'appelle Xcel Energy ont été verrouillés, bloqués à distance pour éviter que les gens ne sollicitent trop fortement leur clim alors qu'il y avait un pic de chaleur. Et ils se sont donc retrouvés avec un thermostat qui ne répondait plus. Idem, plus récemment, au Texas. Pour cause d'urgence énergétique, les opérateurs d'électricité ont pris la main à distance pour donc limiter les dégâts et alléger le réseau. Et ils ont déjà prévenu qu'ils n'hésiteraient pas à refaire la même chose cet hiver avec le chauffage si c'était nécessaire. Alors l'affaire a fait pas mal de bruit aux États-Unis car les gens ont soudain réalisé que leur thermostat connecté et intelligent était tellement intelligent qu'ils pouvaient avoir leur propre vie en fait et soudain refuser d'obéir parce que quelqu'un d'autre les pilotait à distance. Beaucoup n'ont pas apprécié et la presse locale s'en est fait l'écho. Mais il faut préciser cependant que en fait ces abonnés avaient accepté le principe d'une réduction délibérée de leur clim ou de leur chauffage. Ils avaient signé un petit papier en échange d'importantes remises sur leur facture d'électricité, mais visiblement certains l'avaient un peu oublié. Alors ça ne concerne pas que les États-Unis, car en France, l'opérateur RTE, qui transporte l'électricité, envisage lui aussi cet été de bloquer, alors non pas le chauffage ou chez les particuliers, mais les bornes publiques, certaines bornes publiques de rechargement de véhicules électriques, en cas de grand froid, là encore pour éviter les pics de consommation qui risqueraient de mettre à mal le réseau. Autrement dit, en cas de crise énergétique, comme c'est le cas actuellement, eh bien, lorsque les appels au civisme et à la modération ne suffisent pas, rassurons-nous, Big Brother est là et peut prendre la main, s'il le souhaite, pour baisser le chauffage ou la clim à distance. On pourra trouver ça peut-être trop intrusif, mais en même temps, il faut se demander si cette solution, au fond, n'est peut-être pas moins radicale que des coupures générales de courant lorsque le réseau électrique n'est plus capable de répondre à la demande, des coupures qui, comme chacun sait, nous pendonnaient pour l'hiver prochain. Une autre histoire de commande à distance, tiens, mais dans un tout autre registre. C'est la voiture autonome télécommandée qui fait son apparition en Estonie.
Enfin, autonomes, pas tout à fait, donc, puisqu'il s'agit de véritables voitures pilotées à distance par des chauffeurs professionnels. Oui, c'est une sorte de pari que fait l'Estonie, ce pays toujours très en avance en matière de technologie numérique, et qui a donc autorisé une start-up spécialisée dans l'autopartage, qui s'appelle Elmo, à faire rouler une vingtaine de véhicules pilotés à distance par des opérateurs. Alors comment ça se passe ? Eh bien, chaque chauffeur se trouve dans un bureau, installé face à un grand écran avec un volant, des pédales, comme pour un jeu vidéo, et il peut véritablement conduire la voiture comme s'il était à bord. Techniquement, ça fonctionne de quelle manière ? Eh bien, avec des caméras installées dans le véhicule, un système distant de prise en charge des commandes de la voiture et une connexion 4G. Ça passe par la 4G, une connexion 4G qui est d'ailleurs doublée pour des raisons de sécurité. Le but, c'est de faire en sorte que ces voitures proposées en location courte durée puissent être apportées directement à domicile aux clients. Car derrière cela, il y a l'idée de développer, d'encourager encore plus l'autopartage en réduisant les frictions pour rendre le service encore plus attractif. Plus besoin donc de se rendre dans une station pour retirer un véhicule. C'est évidemment beaucoup plus pratique et il est même prévu que dans certains cas, le chauffeur puisse garder le contrôle du véhicule et le conduire pour faire une course entière comme le ferait un chauffeur de taxi. Mais pour cela, évidemment, il faut qu'il y ait une couverture réseau impeccable. Et en tout cas, c'est intéressant parce que finalement, c'est peut-être une sorte de système intermédiaire entre les véhicules d'aujourd'hui pilotés par des humains et les véritables véhicules autonomes pilotés par des robots, mais qui, comme on le sait, eh bien, ont le plus grand mal à voir le jour. À propos de transport automobile, justement, Uber, victime d'une cyberattaque. C'était jeudi soir, cette semaine. Le numéro 1 mondial des VTC a essuyé une intrusion en bonne et due forme dans son système informatique interne. Et il semble bien qu'il se soit carrément fait rouler dans la farine par un jeune pirate de 18 ans. On se croirait revenu dans les années 90 avec les soi-disant petits génies de l'informatique qui faisaient régulièrement la une de l'actualité. Et ce pirate, en tout cas, a utilisé une méthode, ce qu'on appelle une méthode d'ingénierie sociale, totalement basique en réalité, puisque il aurait envoyé un SMS à un employé d'Uber en se faisant passer pour un responsable de la sécurité interne à l'entreprise et en lui demandant son mot de passe. L'employé ne s'est pas méfié. Il a lâché le mot de passe et voilà comment le garçon s'est introduit dans le réseau interne de l'entreprise. En fait, il s'est connecté à la plateforme Slack qu'utilisent les employés d'Uber. Trop content de lui, visiblement, le gamin s'est annoncé et déclaré comme pirate et il a fait savoir qu'il était arrivé dans le réseau. Il s'est amusé à faire différentes choses, notamment à diffuser des images pornographiques sur l'ensemble du réseau interne. Uber a donc demandé immédiatement à ses employés de se déconnecter, le temps d'essayer de régler le problème avec la police. Apparemment, les activités voitures et livraison de repas d'Uber n'ont pas été affectées. Reste à savoir maintenant si des infos ont pu être récupérées, volées par le malfaiteur, ce qui pourrait avoir dans ces conditions évidemment des conséquences économiques pour la firme américaine. L'innovation de la semaine dans Monde Numérique, nouvelle rubrique initiée la semaine dernière. L'Inno de la semaine, c'est un ordinateur, mais pas un ordinateur comme les autres, dont je voulais vous dire un mot aujourd'hui, un ordinateur à écran pliant. Alors que les smartphones pliants font timidement leur apparition, eh bien cette manie du pliage, si l'on peut dire, touche donc également le monde PC. C'était une des attractions du récent salon IFA de Berlin. 2 modèles d'ordinateurs à écran pliant ont été présentés, l'un signé Asus et l'autre Lenovo. Imaginez une tablette, une sorte de tablette géante qui se plie en 2. Et si à l'intérieur, vous ajoutez un petit clavier portable, donc perpendiculairement à l'écran, eh bien, vous vous retrouvez avec un ordinateur portable classique en apparence. Écran 12 pouces, c'est pas énorme. Vous pouvez utiliser le clavier mécanique dont je viens de parler, ou bien, si vous l'enlevez, en dessous, eh bien, l'écran affiche un clavier virtuel, comme sur une tablette. Et alors, si vous le dépliez, si vous le redépliez, vous le mettez dans l'autre sens, et vous vous retrouvez avec un grand écran de 17 pouces pour Asus, 16 pouces pour Lenovo, bref, quasiment un ordinateur de bureau. Ces appareils un peu étranges répondent à l'éternel besoin de modularité que l'on a par rapport à nos outils électroniques.
Parfois, on veut un grand écran, parfois, on en veut un plus petit, parfois, on veut un tactile, parfois, on veut un vrai clavier, etc. Et donc, les constructeurs tentent d'inventer l'objet hybride qui fera tout à la fois. Le pari est-il réussi ? C'est vraiment toute la question. Car à l'arrivée, ça donne des machines un peu étranges, certes qui tirent parti des caractéristiques techniques des écrans OLED, ces écrans tellement fins qu'ils sont souples, on peut les courber, mais cela fait quand même des ordinateurs assez gros, c'est des belles bêtes qui pèsent presque 2 kilos avec le clavier, et puis surtout, petit détail, les prix rappellent qu'il s'agit pour l'instant de produits totalement hors du commun, puisqu'il faut compter environ 3 000 € par exemple pour l'ordinateur Lenovo et près de 4 000 € pour le modèle d'Asus. Le seul point positif, c'est que les fabricants ont réussi à en faire de véritables ordinateurs. Ce ne sont pas des gadgets, ils sont puissants, ils ont une bonne autonomie, donc ce ne sont pas seulement des démonstrations technologiques. Mais aussi séduisants soient-ils, ces PC pliables peuvent-ils réellement convenir et répondre à un véritable besoin ? Il faut vraiment se poser la question avant de craquer pour ce type d'équipement, pour savoir si on le fait juste parce que ça a un look de folie ou bien parce qu'on en a réellement besoin. Merci d'écouter Monde Numérique. On va passer aux invités de la semaine. Si vous voulez d'ores et déjà écouter les interviews intégrales, je vous invite à vous connecter sur le 2e podcast Monde Numérique Interview. Sinon, pour l'essentiel, ne bougez pas. On va parler tout de suite de domotique au service des économies d'énergie, d'une invention française en matière de réalité augmentée et des 20 ans de la Freebox. On parle beaucoup en ce moment d'économie d'énergie. Et c'est pas facile de garder un œil sur sa consommation et de faire la chasse au gaspillage à la maison pour les particuliers. Alors heureusement, il y a la domotique et les objets connectés. Il existe sur le marché toutes sortes d'équipements qui aident à consommer moins, et notamment moins d'électricité. Le problème, c'est que dans la jungle des produits disponibles, il n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Alors on va essayer d'y voir clair tout de suite avec un spécialiste, Cédric Lochneux du site et du podcast Maison et Domotique, qui dresse pour nous un panorama des solutions existantes. Alors, on a beaucoup d'appareils aujourd'hui qui permettent de suivre sa consommation et de faire des économies. D'abord, les appareils pour suivre sa consommation. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas combien d'énergie ils consomment. En fait, la plupart des gens sont mensualisés, ils reçoivent une facture à la fin de l'année et c'est là qu'ils voient combien ils ont consommé sur l'année. Donc en fait, il faut être proactif, il faut savoir un peu combien on consomme en live. Et c'est là qu'on découvre des appareils, par exemple comme le WES, qui est le Server Web Energy Supervisor, qui permet de suivre aussi bien sa consommation d'électricité, sa consommation d'eau, sa consommation de gaz, voilà. Ça suit tout ce qui concerne l'énergie. Donc c'est un petit appareil qui se branche assez facilement dans le tableau électrique directement, qui se branche sur les bandes téléinfo du compteur ou via des pinces ampère-métriques. Donc c'est des petites pinces en fait qui viennent se plugger sur les câbles électriques et qui permettent de suivre la consommation d'un appareil. Alors ça, on va dire, c'est un peu pour les bricoleurs qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis et de tripoter leur tableau électrique. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont un peu plus faciles à installer ? On a EcoJoco, par exemple, qui est un appareil très sympa, que j'apprécie beaucoup. Très très facile à installer, c'est vraiment conçu pour du grand public. On a un petit boîtier qu'on vient qu'on vient coller sur le disjoncteur général. Et après, on a un petit boîtier déporté qui ressemble un petit peu à un compteur de voiture qu'on peut poser dans son salon, par exemple, et qui nous affiche en live la consommation électrique de notre maison. Donc ça, c'est important de pouvoir suivre sa consommation en live. Et souvent, les gens se prennent au jeu parce qu'on allume des appareils, on voit sa consommation qui augmente. Et là, ça sensibilise les gens en se disant « Ah, tel appareil consomme beaucoup d'énergie, il va falloir que je fasse attention, etc. » Donc ça, c'est très important. Et juste le fait de pouvoir suivre ainsi sa consommation permet de réduire en général sa consommation de 20% à peu près. Ah oui, c'est pas négligeable. Après, pour ceux qui ont des systèmes un peu plus complexes, type système domotique, on a des petits appareils type Lixi Z-Linky qui vient se plugger sur les bornes téléinfo du compteur et qui permet de récupérer la consommation en live sur son système domotique. Alors, on va même beaucoup plus loin que récupérer juste son système, juste sa consommation. On récupère aussi les passages en heure creuse, en heure pleine, les périodes tempo, etc. Alors Cédric, tout ça, donc c'est pour savoir ce qu'on consomme. Donc ça, c'est un premier point. Déjà, pouvoir suivre sa consommation électrique. Ensuite, on a des appareils qui permettent de réduire sa consommation.
Alors, on sait que le plus gros poste d'énergie, quand on chauffe à l'électricité, c'est bien sûr le chauffage. Donc, ça peut représenter 20 à 30% sur la facture d'énergie. Donc, les produits les plus connus dans le domaine, ce sont les thermostats connectés. Donc, on a beaucoup de sociétés qui en font aujourd'hui. On a notamment Nest, Netatmo, Somfy, par exemple. Donc, on remplace son thermostat déjà installé par ce thermostat connecté qui permet de paramétrer très finement le calendrier pour les heures de mise en fonctionnement du chauffage. Certains modèles ont même capteur de présence pour couper automatiquement le chauffage quand il n'y a plus d'habitants dans la maison, etc. On a aussi Tado qui fait donc un thermostat connecté et qui a sorti une nouveauté à l'IFA via un nouveau service auquel on peut souscrire. En fait, Tado va surveiller le type d'abonnement d'électricité que vous avez et mettre en route le chauffage au moment où l'électricité coûte la moins cher. Donc c'est notamment le cas quand on a des abonnements Tempo où on a des jours jaunes, rouges, etc. où l'électricité est plus ou moins chère. Tado va analyser tout ça et mettre en place le chauffage aux périodes les moins coûteuses. On a aussi les systèmes de vannes thermostatiques, donc très facile aussi à installer. On remplace simplement la vanne thermostatique du radiateur par une vanne connectée. Donc ça permet d'avoir des températures différentes d'une pièce à l'autre, parce que le thermostat, lui, va gérer la température globale pour le foyer. Les vannes thermostatiques permettent d'aller plus loin dans le détail, pour avoir des températures différentes, par exemple dans le salon, la chambre, la salle de bain. On a aussi des petits appareils comme Eatsy, qui est un petit boîtier qui vient se brancher sur le fil pilote directement du radiateur électrique. Donc c'est un petit boîtier qui coûte un peu moins de 50 €, très facile à installer, et à partir de là, on peut piloter tout son chauffage directement via une application mobile. Donc en général, que ce soit les thermostats, les vannes thermostatiques, les petits boîtiers comme Eatsy, ça se pilote tous via une application mobile, mais aussi via les assistants vocaux, notamment Google, Alexa, Siri. Alors tout ça, ce sont des accessoires qui se rajoutent à une installation existante, hein. Mais il y a aussi d'autres choses. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on rencontre aussi des radiateurs qui sont connectés nativement. Donc si on a des radiateurs qui sont pas très performants, c'est une bonne idée de les remplacer par des modèles connectés directement. On a notamment Avidsen ou Thomson qui fait des modèles connectés. Donc des modèles de radiateurs électriques assez classiques, plus performants, qui dégagent de la chaleur assez longtemps, même une fois éteint, mais qu'on peut piloter aussi via une application mobile. Donc après le chauffage, on a aussi le contrôle des appareils gourmands. Je pense notamment tout ce qui est machine à laver, la vaisselle, etc. On peut les relier à des prises connectées. Donc on a deux types de prises connectées. Des prises qui vont simplement faire du on-off pour piloter son appareil à distance ou en fonction d'un calendrier. Et on a aussi des prises connectées qui sont capables de suivre la consommation de l'appareil qui pilote. Donc ça peut être intéressant à suivre. Pour activer automatiquement certains appareils pendant les heures les moins coûteuses, comme on disait tout à l'heure pour le thermostat connecté. Parmi les équipements connectés, on a aussi l'éclairage connecté, où là je suis un petit peu moins partisan pour les économies d'énergie, puisque les éclairages connectés sont encore assez coûteux, et l'éclairage sur la facture représente à peine 10%. Donc c'est pas le point où on fera le plus d'économies. Après, si on est déjà équipé, bien sûr, on peut mettre en place des scénarios pour éteindre automatiquement les lumières, à partir de détecteurs de présence notamment, en fonction de scénarios, etc. Ensuite, un point qu'on laisse souvent de côté, ce sont les volets. Aujourd'hui, il est assez facile de connecter des volets. On a par exemple l'interrupteur connecté de DIO qui se connecte en Wi-Fi. Donc on remplace juste l'interrupteur de son volet par cet interrupteur connecté. Alors, on peut bien sûr ouvrir, fermer le volet à l'heure qu'on souhaite, mais l'idéal, c'est d'ouvrir et fermer ces volets en fonction de la position du soleil. En fait, l'hiver notamment, on va ouvrir tous les volets côté sud pour laisser passer la chaleur du soleil. Donc ça va chauffer naturellement la maison grâce au soleil. Et à contrario, quand la nuit tombe, on va se dépêcher de fermer tous les volets pour garder la chaleur à l'intérieur de la maison. Cédric Lochneux, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une box connectée, une box domotique pour faire fonctionner tous ces dispositifs ? Alors la box domotique n'est pas nécessaire. On a les objets connectés qui sont autonomes par eux-mêmes. Donc c'est le cas notamment des thermostats connectés qu'on a cités.
Au niveau des prises connectées, on a des prises connectées qui sont en Wi-Fi, donc qui se connectent directement au routeur Internet à la maison et qui se pilotent avec une application mobile. L'interrupteur pour les volets que j'ai cité, c'est la même chose, il se connecte directement au Wi-Fi. Donc pour tout ça, on n'a pas besoin de box domotique. Après, par contre, ces objets peuvent être raccordés si on le souhaite, ce n'est pas une obligation, mais ils peuvent être raccordés à une box domotique pour faire des scénarios plus complexes. Avec une box domotique, on peut imaginer quand on part de chez soi, on lance le scénario au départ, ça va passer le chauffage en mode éco, éteindre les lumières, les appareils un peu gourmands, verrouiller la porte. Donc on peut faire tout un scénario complexe, aussi bien au niveau sécurité que économie d'énergie, pour que le minimum d'appareils fonctionne quand on s'absente de chez soi. Après, avec un système domotique, alors comme je disais pour les volets, pour les automatiser, on a des systèmes sur les box domotiques qui vont assez loin, où on rentre sa position géographique de la maison, son orientation, et le système va calculer la position exacte du soleil par rapport au foyer pour ouvrir ou fermer les volets en conséquence. Est-ce que tous ces systèmes sont faciles à installer à la maison ? Alors la plupart des équipements restent assez faciles à installer. Alors notamment les prises connectées, en fait il suffit, c'est juste une petite prise à brancher dans la prise électrique, enfin entre la prise électrique et l'appareil à piloter, donc ça n'importe qui peut le faire. L'éclairage connecté, généralement il suffit de remplacer son ampoule par une ampoule connectée, là aussi c'est assez simple. Les thermostats connectés c'est un petit peu plus complexe, parce qu'en fait ça va dépendre de l'installation qui est existante. Donc aujourd'hui la plupart des fabricants de thermostats proposent une page sur leur site pour vérifier la compatibilité du système. Donc on renseigne un petit peu le matériel qu'on a, le type de chauffage, si c'est chauffage électrique, gaz, fuel, etc. Et la base de données des fabricants va permettre de vérifier que tout ça est bien compatible. Merci beaucoup Cédric Lochneux du site maisonetdomotique.com, site sur lequel on peut retrouver bien sûr toutes les précisions concernant ces produits. Et puis vous trouverez également dans la description de ce podcast un lien direct vers la page du site Maison et Domotique qui concerne précisément ce sujet des économies d'énergie. Et par ailleurs, comme d'habitude, retrouvez l'intégralité de cet entretien dans le podcast Monde Numérique Interview. Les montres connectées, c'est bien, mais les lunettes connectées de réalité augmentée, c'est mieux. En tout cas, c'est complémentaire. Alors qu'Apple vient d'annoncer ses nouvelles montres Apple Watch, la start-up française MicroLED propose les premières lunettes de réalité augmentée compatibles avec les montres d'Apple. Alors à quoi ça sert ? Comment fonctionne cette technologie ? Explication de Marc Vernet de la société MicroLED. MicroLED a développé maintenant depuis 5 ou 6 ans une technologie qu'on appelle ActiveLook, qui s'appuie sur un de ces micro-écrans, un écran particulièrement optimisé pour sa consommation, qui est très réduite. Et ActiveLook, c'est ce qu'on appelle une brique technologique, une marque ingrédient. Donc c'est une technologie qui s'intègre dans des lunettes connectées, et qui, lorsque vous mettez ces lunettes, vous avez un afficheur virtuel, donc une image qui flotte face à vous, et qui vous permet d'avoir des informations ou des images dans votre champ de vision. Donc, la particularité d'ActiveLook, c'est que c'est donc une technologie qui consomme très peu, donc on a réussi à miniaturiser beaucoup les choses, ce qui vous permet d'avoir une paire de lunettes assez, on va dire, classique. Vous ne ressemblez pas à un cyborg. Voilà, des lunettes très design, et on travaille avec différentes marques pour lancer des produits powered by ActiveLook dans des lunettes avec cette technologie à l'intérieur. L'actualité, c'est donc que vous allez produire la première paire de lunettes connectées de réalité augmentée compatible avec la nouvelle Apple Watch. Vous pouvez nous en parler un peu ? Exactement. Apple a eu le bon goût d'annoncer l'Apple Watch Ultra, qui est particulièrement conçu pour les athlètes qui visent la performance, donc il se positionne vraiment sur le marché du sport. Et il se trouve qu'on vient de terminer à peu près simultanément le développement de notre nouvelle application, donc qui tourne directement sur l'Apple Watch et qui permet de connecter l'Apple Watch à des lunettes intégrant la technologie ActiveLook. Donc n'importe quelle lunette ActiveLook Inside peut se connecter avec notre application à son Apple Watch. Et là, l'intérêt, c'est particulièrement sur le marché du sport qu'on s'investit pas mal dernièrement.
enfin depuis le lancement d'ActiveLook. Et pour les sportifs, donc vous avez la possibilité d'avoir dans le champ de vision, pendant que vous êtes en train de faire votre effort, l'information clé dont vous avez besoin pour ajuster votre entraînement ou en compétition. Donc les athlètes utilisent beaucoup, par exemple, le cardio, le rythme cardiaque, ou une indication de puissance, ou des chronos ou autres. Et donc vous avez l'information directement dans le champ de vision. Vous n'avez pas à casser la fluidité de votre course pour avoir cette information. Et donc on a pas mal de gens dans le monde du triathlon, par exemple, de la course d'endurance, en course à pied et en vélo, qui sont bien intéressés par ce qu'apporte ActiveLook dans le cadre de leur pratique. Alors concrètement, comment ça marche ? Ça fonctionne avec quel Apple Watch et il faut quel type de lunettes connectées ? Notre application et la solution ActiveLook pour Apple Watch est compatible avec n'importe quel Apple Watch depuis l'Apple Watch 3. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les possesseurs d'Apple Watch peuvent utiliser notre application. Et effectivement, il faut une paire de lunettes. Alors il y a plusieurs marques qui commercialisent des lunettes avec ActiveLook Inside. Donc il y a par exemple la marque de lunettes française Julbo qui a lancé les Evad 1 l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant. Il y a Cosmo Connected, une boîte de Paris aussi, qui a mis sur le marché des lunettes pour la navigation, suivi de navigation en ville. Et puis Ngo, qui est une marque maison. On a créé notre propre marque de lunettes pour un peu à l'instar de Google et ses Pixel Phone. Donc on a Ngo qui est une implémentation la plus avancée d'ActiveLook. Et effectivement, donc on a 3 produits qui sont disponibles aujourd'hui. Un de ces 3 de ces produits sera compatible avec l'application ActiveLook pour Apple Watch. Ce qui arrive de particulier avec l'Apple Watch Ultra et puis avec WatchOS 9 qu'Apple vient de mettre sur le marché, c'est surtout des nouvelles fonctionnalités et puis un design, une conception qui est vraiment pensée pour les sportifs. Donc Apple, ce qui est intéressant, c'est qu'il se positionne vraiment sur le marché du sport, où il y avait plutôt Garmin, Suunto et d'autres qui régnaient en maître jusqu'à présent. Et ils amènent des fonctionnalités. Donc sur l'Apple Watch Ultra, on a par exemple une très bonne autonomie et puis une meilleure précision sur le GPS. Et puis avec WatchOS 9, la dernière version lancée par Apple, ils ont fait tourner leur algorithme d'intelligence artificielle. Et puis à partir du mouvement du poignet, on est maintenant capable d'afficher l'oscillation verticale, la longueur de foulée, ou ce qu'ils appellent le contact ground time, donc le temps de contact au sol. Et tout ça, c'est des variables qui sont très utiles aux sportifs les plus pointus pour ajuster leur technique de course à pied. Donc, la bonne nouvelle, c'est que justement, notre application, je termine là-dessus, notre application, d'ici le courant du mois de septembre, là, sera capable d'afficher directement dans le champ de vision ces informations. Donc, vous pouvez ajuster votre foulée et voir en direct comment vos variables s'ajustent et gagner donc en vitesse ou en efficacité. Marc Vernet, est-ce qu'on peut imaginer un jour que ça aille au-delà du sport et que ce type de lunettes soit réellement utilisable par le grand public pour toutes sortes d'autres applications ? Alors on peut l'imaginer tout à fait. Avec ActiveLook, on se positionne pas forcément sur des lunettes à tout faire. On cherche vraiment à adresser des applications, des besoins dans lesquels il y a un vrai intérêt à avoir de l'information supplémentaire dans le champ de vision. Bien sûr, si des gens veulent développer des lunettes pour avoir ces notifications en permanence, c'est techniquement possible. Là où on met notre effort, c'est sur les applications dans lesquelles avoir de l'information en temps réel dans le cadre de sa pratique et en complément de sa montre ou de son téléphone peut être intéressant parce qu'on a déjà un accès à beaucoup d'informations. Donc avec ActiveLook, on regarde dans quel cas c'est bien de pouvoir conserver, avoir les mains libres par exemple, pas avoir à impacter son mouvement naturel. Donc le sport est un bon exemple et c'est ça là aujourd'hui où ça fonctionne bien, mais on peut penser par exemple à la moto, avoir un système type similaire au head-up display qu'il y a dans certaines voitures, mais miniaturisé, et avoir des informations de navigation dans le champ de vision sans savoir regarder son compteur, baisser les yeux. Donc là, on a
à tout apport en termes de sécurité dans certains cas. Et puis il y a des applications dans le médical, par exemple, surveiller des constantes autour d'une table d'opération ou dans l'industrie pour avoir des informations de sécurité, des choses comme ça. Vous parlez de connexion Bluetooth, par exemple, on peut pas faire passer de la vidéo, de la réalité augmentée, des choses comme ça. C'est ça, c'est pas l'objectif. C'est-à-dire que, en fait, faire une bonne solution de ce qu'on appelle le light AR, donc c'est la réalité augmentée légère, et c'est des vrais choix stratégiques pour aller d'abord vers la praticité, d'abord vers le confort, d'abord vers le design. On pense et on croit que les gens vont pas aller mettre des lunettes sur les yeux. Les lunettes, on les voit en permanence. Et il y a besoin que ce soit d'abord confortable et d'abord esthétique et d'abord acceptable socialement. Donc, toute la philosophie d'Active Look est pensée autour de ça et de faire les justes choix entre mettre de la puissance, de la capacité d'affichage, des pixels et tout ce qu'on veut, et ménager par ailleurs le fait que l'expérience, c'est d'abord l'expérience qui compte. Et il vaut mieux apporter l'information juste, minimale nécessaire, plutôt qu'effectivement pouvoir voir des vidéos dans son champ de vision si ça par ailleurs vous fait ressembler à un cyborg avec un processeur qui vous chauffe la tête. Ça, vous n'y croyez pas trop. Si d'autres y arrivent, pourquoi pas, mais moi c'est pas ça qui me fait rêver aujourd'hui. On n'a pas forcément envie de plonger dans des mondes virtuels. Nous, on apporte une information dans le monde réel, une information complémentaire, et puis on continue à vivre normalement, quoi. C'est ça l'idée. On n'en a pas parlé, mais des lunettes qu'on peut connecter sur une Apple Watch, ça coûte combien environ ? Ça coûte entre 350 et 400 € entre les modèles. Il y a d'autres modèles qui sont dans les cartons et il y a des belles choses qui arrivent. Merci beaucoup, Marc Vernet de la société MicroOLED. Le 18 septembre 2002, il y a 20 ans, l'opérateur Free lançait la Freebox, la première box triple play permettant de recevoir Internet, le téléphone et la télévision par ADSL via le protocole IP. Une petite révolution technique et une grosse révolution commerciale, car l'offre triple play de Free est proposée à 29,99 € par mois, un prix cassé qui assomme les concurrents et les oblige à s'aligner ou à mourir. La Freebox marque le début de la démocratisation de l'Internet en France. 20 ans après, à l'occasion de cet anniversaire, on repasse le film de cet événement avec un témoin qui était aux premières loges à l'époque, la journaliste Delphine Sabatier. Bonjour Delphine Sabatier. Bonjour Jérôme Colombin. Tu es journaliste, spécialiste du numérique, on se connaît depuis très longtemps, il faut l'avouer, ex-rédactrice en chef de 01net. Aujourd'hui, tu animes l'émission Smart Tech sur la chaîne de télé Bismart. Et on va parler avec toi de l'arrivée de la Freebox, parce qu'à cette époque-là, bien, tu étais rédactrice en chef du magazine papier SVM, très célèbre magazine d'informatique. Et donc, tu étais aux premières loges. D'après toi, pourquoi est-ce que c'était finalement, avec le recul, aussi important que ça, l'arrivée de la Freebox en 2002 ? Alors, à l'époque, j'étais pas encore la rédac chef. Je suis devenue la dernière rédac chef de ce magnifique magazine SVM. Mais à l'époque, si tu veux, moi, je démarrais dans la presse tech. J'arrivais des faits divers. J'avais l'habitude d'être une journaliste de terrain et tout ça. Et j'avais le nez, si tu veux, pour sentir les trucs qui allaient faire du bruit. Et Internet, tout le monde était persuadé que c'était une aventure extraordinaire, c'était un grand vent de liberté et tout ça, mais pour l'instant, à l'époque, en 2000, 2001, même 2002, c'était cher pour y accéder, c'était compliqué, c'était pas vraiment très grand public encore. Et si tu veux, j'avais pris l'habitude chaque année de faire le tour des opérateurs qui étaient présents à cette époque-là, pour leur demander quelles étaient leurs nouveautés, si enfin on allait avoir accès à Internet de manière plus large, donc c'est-à-dire moins cher, avec des forfaits plus importants et tout ça. Et j'oubliais personne dans ma liste, parce que je me suis dit, on ne sait pas, il peut y avoir une petite pépite à un moment. Et c'est vrai que j'allais voir Free, et Free, je pense qu'ils s'attendaient pas du tout à ce que j'aille les voir, parce que à l'époque, ils faisaient pas l'actualité, c'était pas les champions de l'accès à Internet comme on les connaît aujourd'hui. C'était qui les leaders à l'époque ?
Les leaders, c'était à l'époque, c'était surtout AOL, c'était Orange évidemment, enfin France Télécom à l'époque. Donc voilà, c'était les Wanadoo. Tiscali, c'était Club Internet, ouais, Wanadoo, t'as raison. Bon, donc Free en plus ils étaient plutôt un peu chafouins parce qu'ils voulaient se lancer vraiment avec leur propre réseau et puis ça n'avait pas été possible tout de suite. Donc on attendait de voir ce qu'ils allaient faire. Mais bon, voilà. Donc on savait qu'il y avait un peu d'insolence, mais il n'y avait pas de signe, si tu veux, de révolution encore. Et quand j'y suis allée, en fait, la discussion était assez bizarre. C'était le directeur général de l'époque, Michael Boukobza, qui m'avait reçu dans leurs locaux à Paris, dans le 16e. Et je pense qu'il se demandait ce que je faisais là et il se demandait ce qu'il allait bien pouvoir me raconter. Et puis à un moment, il m'a dit, vous pourriez juste m'attendre 5 minutes. Et en fait, il m'a planté comme ça dans la pièce pendant, pas 5 minutes, mais bien un quart d'heure, 20 minutes. Et alors plus tard, après, j'ai su qu'en fait, il était parti voir Xavier Niel pour lui demander si il fallait tout me balancer ou pas, quoi. Et il revient dans la pièce, non pas avec Xavier Niel, mais avec des cartons, tu vois, plein de cartons et tout ça. Il pose ça sur la table et puis il en ouvre un et il me dit bon bah voilà nous ce qu'on va faire. Et là, si tu veux, quand tu me dis pourquoi c'est important, si tu veux, là j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que dans ce boîtier, il n'y avait pas juste l'idée de on va faire un forfait moins cher, c'était pas juste casser les prix. C'était on a inventé un produit, c'est un peu comme un PC en fait pour Internet, qui va permettre d'envoyer du réseau, mais aussi de la voix et de la télévision. Donc si tu veux, c'était au-delà de l'annonce, parce qu'il a aussi fait cette annonce, hein, c'était énorme de dire on va faire un forfait à 29,90 €, je crois, à l'époque. Oui, c'était quelque chose comme ça. Ouais. Oui, il y a Tout moins de 30 compris. euros. Ok, donc illimité, tout ça, donc c'était énorme comme annonce de prix, mais Alors que au-delà de tous les ça, autres étaient à 40, 50, même plus. voire 70 à 70, l'époque, oui. au-delà du prix, c'était j'ai sorti une machine et cette machine, elle va être valable pour plusieurs années. C'est pas juste une offre comme ça, c'est vraiment une transformation du marché. Et il arrive avec un nom en plus, une box, un boîtier. Enfin, ça claque tout de suite. Moi, je suis sortie de ce rendez-vous. J'ai appelé la rédac, j'ai dit là, j'ai une bombe atomique. Voilà, je savais que ça allait exploser le marché. Et bon, ça n'a pas raté puisque nous, on a titré d'ailleurs la bombe Free à l'époque. Et tout le monde a appelé son petit modem de l'époque une box. Et puis, c'est devenu cette vraie transformation qui fait qu'effectivement, on a vraiment eu accès au téléphone, à la voix et à la télévision dès 2003. Ce qui était incroyable. À l'époque, moi, j'allais dans les labos à Rennes de France Télécom pour voir où on en était de la télévision par ADSL. Mais ça semblait être vraiment de la R&D, tu vois. Et là, ça y était, et avec quand même cet aspect tarifaire très important qui a complètement fait exploser le marché. C'est aussi une bombe économique, on peut dire. C'est une bombe économique, c'est aussi ce qui fait, tu as raison, que tout le monde a pu avoir accès à Internet d'un seul coup. Ça devenait accessible économiquement à tout un chacun. Donc oui, ça a été la démocratisation d'Internet. Si tu veux, ensuite, chaque box de Free était attendue comme aujourd'hui on attend un iPhone. À chaque fois, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle surprise? Quelle va être la transformation de nos usages qui va être autorisée par la nouvelle box que va sortir Free? C'était vraiment un événement. On a vécu des années géniales, hein. Génial. Mais c'était quand même encore un peu une époque où Internet était un truc de geek parce que la Freebox, oui, elle était formidable parce qu'ils mettaient dedans tout ce qu'ils pouvaient mettre, mais on disait aussi que les utilisateurs et les abonnés de Free étaient un peu les bêta-testeurs. Le service client n'était pas à la hauteur, techniquement il y avait beaucoup de ratés, etc. Je suis assez partagée sur cette analyse parce que moi, pour suivre à l'époque tous les opérateurs d'accès, franchement, les problèmes, il y en avait chez tout le monde, hein. D'ailleurs, ça continue, hein. C'est pareil partout. Je veux dire, des mécontents de Wanadoo, j'en ai eu un paquet au téléphone. Non, et en plus, cette box, elle était franchement assez simple d'utilisation. Elle était même très basique. C'était, alors l'interface, c'était pas très beau, mais c'était redoutablement efficace. Delphine, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette box? Oui, alors parce que vraiment, ils avaient une conviction dès le départ, si tu veux, que Internet c'était un moyen d'accéder à tout,
et qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'arrive pas à tout fournir via le réseau ADSL. D'autant plus que le réseau DSL, il a été au départ construit pour diffuser de la télévision. Et quel est le média le plus grand public ? À l'époque, c'était la télévision. Donc, ça leur semblait une évidence qu'il fallait trouver un boîtier qui allait permettre de diffuser tout ça et de casser les prix, surtout parce qu'à partir du moment où on fait du 100% IP, tout coûte le prix de l'IP, si tu veux. Il n'y a plus de raison de payer son téléphone plus cher, de payer pour avoir accès à des contenus vidéo spécifiques. Donc, je pense qu'au départ, il y a vraiment une conviction que c'est possible, que personne ne l'a fait, et ils vont le faire, ils l'ont fait. Et en plus, c'est des techos quand même. Quand on est allé voir alors je sais plus quelle box c'était, mais ça devait être la V2, V3, avec la télévision qui apparaissait grâce à cette box depuis la connexion IP. On a ouvert le capot de la Freebox chez Free et ils nous ont montré chaque composant. Alors il y avait des trucs, c'était top secret, ils pouvaient pas en parler parce que les box en plus, ils les construisaient vraiment pour plusieurs années. Ils avaient déjà en tête les usages qu'ils pourraient proposer demain à des prix canons. Ah oui, j'avais eu droit aussi à une visite des coulisses de Free par Xavier Niel, qui était complètement excité et en montrant, comme tu le dis, vraiment ce qu'il y avait sous le capot, et il connaissait précisément chaque composant qu'ils avaient dessiné, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y avait une vision, tout offrir dans le triple play, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé une box faite ailleurs, parce que finalement, on sait que c'est pas facile de faire du hardware. La légende veut que le staff de Free soit allé aux États-Unis, en Californie, essayer de trouver la perle rare, et puis en fait ils sont rentrés, ils ont pas trouvé, et Xavier Niel aurait dit vous savez quoi les gars, on va la faire nous-mêmes, c'est ça ? Ouais, la légende dit même que donc c'était Rani Assaf, Xavier Niel et Michael Boukobza, je crois, tous les trois aux États-Unis, constatant que personne n'était capable de leur fournir ce boîtier dont ils rêvaient. Sur place, déjà là-bas, sur place, Xavier Niel, avant de monter dans un escalator, a dit faisons-la. Merci beaucoup Delphine Sabatier, que l'on retrouve chaque jour dans l'émission Smart Tech sur la chaîne Bismart, et l'intégralité de mon entretien avec Delphine Sabatier, dans lequel on parle notamment des réactions des concurrents de Free à l'époque, c'est à retrouver dans le podcast Monde Numérique Interview. C'est la fin de Monde Numérique, épisode numéro 59. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Continuez comme d'habitude à noter ce podcast, à envoyer des commentaires sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Faites connaître Monde Numérique à vos amis, incitez-les à s'abonner surtout. Et puis abonnez-vous également au podcast Monde Numérique Interview. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée de séparer les différents programmes en deux flux. D'un côté l'émission avec l'essentiel des interviews, et de l'autre chaque rendez-vous, chaque rencontre avec les invités dans des épisodes séparés. Voilà, n'hésitez pas à me faire part donc de vos commentaires. Vous pouvez pour cela aller sur le site monde numérique en un seul mot.info et vous cliquez sur contact, vous m'envoyez un mail, c'est très très simple, ou un commentaire public, il y a plein de moyens. Et on se retrouve également sur les réseaux sociaux. J'étais ravi de passer avec vous ces 40 minutes comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut.